Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Une fois de plus, une fois de trop, la joie a laissé sa place à l'horreur. Cette fois-ci, sur la promenade des Anglais à Nice, plus de 80 personnes, adultes et enfants, ont trouvé la mort à l'issue des feux d'artifice du 14 juillet. Nous allons bien sûr très largement consacrer cette édition, comme chacune depuis vendredi matin, à cette tragédie. Je vous le disais, c'est un symbole fort de la République qui a été touché. La fête nationale, après l'annonce de cette tragédie dans la capitale azuréenne, la principauté s'est très rapidement mobilisée. Plusieurs réunions ont été organisées, rassemblant les autorités, à l'image de celle-ci vendredi après-midi. À l'ordre du jour, la protection, le soutien et la sécurité. Vanessa Dessy. Solidarité et chagrin, c'est aux premières heures que la principauté a réagi suite au drame survenu à Nice ce jeudi soir. Le ministre d'État ainsi que ses conseillers de gouvernement avaient réuni la presse afin d'exprimer leur soutien à l'égard de la population française. Quand on voit le drame, la brutalité, l'atrocité de cet attentat odieux qui fauche des victimes un jour en plus chargé de symboles, le 14 juillet, des familles qui s'étaient réunies pour célébrer la fête nationale française et la brutalité de l'action qui a été menée, on ne peut qu'être, je dirais, effaré, effrayé et en même temps exprimer une profonde solidarité auprès des victimes, de leurs familles, des proches qui ont été affectés dans leur chair et dans leurs sentiments à travers ce drame. L'accord d'entraide avec les sapeurs-pompiers français est historique. Ce dernier date de 1970 et consiste à apporter une assistance mutuelle tout au long de l'année entre les deux pays. Hier soir, effectivement, on a, dans le cadre de cette collaboration, dès que l'attentat a été identifié, puisqu'au départ, ils n'avaient pas identifié de quoi il s'agissait, ils ont très rapidement fait appel à des renforts, je dirais sur le plan des plans de zonaux, c'est-à-dire qu'ils ont fait appel à leurs camarades des départements voisins, et naturellement aussi au corps des Cerveaux de Monaco. Donc nous avons dépêché à ce titre une petite colonne composée de 2 ambulances. On n'est pas très riche en ambulances, mais on a réussi, grâce à nos camarades carabiniers, à récupérer les ambulances qui sont, je dirais, habituellement utilisées pour les services de sécurité, pour réarmer sur la principauté, tout en mettant à disposition 2 ambulances lourdes de réanimation pour pouvoir mener les opérations sur le terrain. Le tout accompagné d'un engin pompe, c'est-à-dire des bras, qui pouvaient être utiles notamment pour brancarder, et un échelon de commandement. Dans le cas présent, les 2 ambulances ont été utilisées pour évacuer les personnes sur les hôpitaux, dont une ambulance a permis de rapatrier 2 blessés dans un état, je dirais, d'urgence relative vers le CHPG. Et l'engin pompe, lui, a été mis à disposition du centre de secours de Magnan pour couvrir la commune de Nice en cas d'incendie. La principauté a immédiatement annoncé un renforcement de la sécurité. La vigilance a été rehaussée, notamment aux différentes frontières du territoire. Nous avons augmenté bien sûr notre niveau de sécurité, comme nous l'avions fait par le passé lorsqu'il y avait eu d'autres événements dramatiques. Donc nous avons renforcé d'abord les points frontières, avec des personnels qui sont armés d'armes longues, comme selon l'expression consacrée. Nous avons renforcé la sécurité de la gare, de l'héliport. Nous avons multiplié les patrouilles de personnel en civil et en tenue à l'intérieur de la principauté. Et nous avons aussi, par l'intermédiaire de notre réseau de vidéoprotection, renforcé notre surveillance sur les sites sensibles, dits sensibles, et bien sûr sur les autres points frontières qui ne seraient pas tenus par des éléments en tenue. Et ce dispositif restera en place en principauté jusqu'à nouvel ordre. Vous l'avez entendu dans ce reportage, le corps des sapeurs-pompiers de Monaco est très rapidement intervenu. Autre entité qui s'est très vite mobilisée également, le centre hospitalier Princesse Grace. Écoutons Stéphane Valéry à ce sujet. D'abord, dès que l'attentat est survenu hier soir, nous avons mis en place une cellule de crise au sein du centre hospitalier Princesse Grace avec le directeur bien sûr du CHPG, M. Patrick Bini, et avec le chef du service des urgences, le professeur Classens. Nous étions prêts à
à répondre à toute demande. Nous avons fait savoir aux autorités françaises, au centre hospitalier universitaire de Nice, à l'agence régionale de santé, à la direction générale de la santé, que nous étions prêts à mettre nos moyens en lit, nos moyens en personnel à disposition bien sûr de nos amis atteints par ce terrible attentat. Il n'y a pas eu finalement besoin des structures monégasques en dehors de 2 hospitalisations. Nous avons aujourd'hui 2 personnes victimes de cet attentat qui se trouvent au sein du CHPG, mais il n'y a pas eu besoin de déclencher le plan blanc, le plan d'urgence qui était prêt à être déclenché si nos amis français nous l'avaient demandé. Par contre, nous avons aujourd'hui de nombreux appels à l'hôpital et je tiens à apporter des précisions sur 2 points qui manifestement préoccupent et intéressent les habitants de la Principauté. Tout d'abord, pour le don du sang. Et je voudrais, au nom du gouvernement, remercier tous ceux qui, dans un geste de solidarité, veulent témoigner leur soutien aux victimes en donnant leur sang et nous appellent aujourd'hui à l'hôpital et au centre de transfusion sanguine. Donc nous avons contacté l'établissement français du sang des Alpes-Maritimes qui ne souhaite pas pour le moment, qui n'a pas de besoin, car des stocks très importants ont été constitués pour l'euro et fort heureusement ils n'avaient pas été utilisés. Donc l'EFS n'a pas de besoin aujourd'hui. Si demain c'était le cas, nous communiquerions bien sûr l'endroit le plus approprié, sans doute auprès des hôpitaux niçois pour donner son sang, mais ce n'est pas nécessaire pour le moment. L'autre raison de multiples appels que nous recevons, ce sont des résidents de la Principauté ou des salariés de la Principauté qui étaient présents hier soir lors de cet horrible attentat et qui ont assisté à des scènes insupportables et qui sont aujourd'hui profondément traumatisés. Donc nous avons dès ce matin ouvert une cellule psychologique à l'hôpital. Nos médecins donc, du service psychiatrique, dont certains sont formés à ce type de crise, d'événements de crise et de suivi, sont à la disposition des personnes qui en ressentent le besoin. Donc nous serons ouverts en permanence, y compris samedi et dimanche pour cela. Donc il y a un numéro. Le mieux, je pense que les personnes concernées, c'est qu'elles appellent ce numéro pour avoir toutes les informations sur la prise en charge possible. Donc en composant le 97 98 84 16, je répète 97 98 84 16, les professionnels compétents et formés seront là pour les soutenir et les aider dans ces moments terribles. Aucune victime en lien direct avec la Principauté de Monaco n'est à déplorer, mais il est quasiment sûr, et vous en faites peut-être partie, que certaines personnes connaissaient des victimes ou connaissent des blessés. Les autorités de la République française ont décrété 3 jours de deuil national pour s'associer à cette période de deuil. Les drapeaux sont en berne en Principauté. Autre mesure mise en place par le gouvernement princier sur instruction de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Des événements ont été annulés ou reportés. Je vous propose de les découvrir. Sachez que pour s'associer au deuil national décrété par les autorités françaises, le gouvernement princier, sur instruction du souverain, a décidé d'annuler plusieurs manifestations à l'image du concert du Monte Carlo Summer Festival le vendredi 15 juillet, des concerts dans le cadre du Festival international d'orgue et au cœur de la cour d'honneur par l'OPMC le dimanche 17 juillet, ainsi que lundi 18, l'inauguration du tunnel descendant Albert II et le spectacle du Fort Antoine. Sachez aussi que le gala annuel de l'association Fighters Monaco, présidé par son Altesse Sérénissime la princesse Stéphanie, a été annulé. Il devait avoir lieu samedi soir au cœur de la Salle des Étoiles. Autre événement annulé, organisé par la mairie cette fois-ci, Georges Marsan tient à indiquer à la population que le Scarate du 22 juillet n'aura pas lieu, tout comme l'ensemble du festival Pyro-Mélodique. Le maire qui a d'ailleurs adressé un message de condoléances au maire de Nice. À l'échelle mondiale, de nombreuses réactions également, celle de Barack Obama, celle du Premier ministre britannique, de dirigeants de pays asiatiques, déclarations également de pays directement touchés par des victimes comme la Suisse ou l'Italie. En Principauté, le ministre d'État a adressé vendredi matin toutes ses pensées aux familles des victimes. Je vous propose à présent de découvrir les messages adressés par son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Le chef d'État monégasque a tenu à adresser plusieurs messages de soutien et de condoléances au président de la République française, François Hollande, mais aussi à Christian Estrosi, président du Conseil régional de PACA, à Éric Ciotti, président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, ainsi qu'à Philippe Pradal, le maire de Nice.
Le souverain assure de la solidarité pleine et entière du pays, fondé sur la communauté de destin entre la principauté de Monaco et la République française. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II exprime aussi, bien sûr, sa compassion et celle des siens à l'égard des victimes et de leurs familles en parlant des Niçois comme de nos voisins. Nous l'évoquions il y a quelques instants, c'est un véritable symbole de la République qui a été touché à travers cette tragédie. La fête nationale, une fête célébrée chaque année comme ici au Fairmont. L'ambassade de France avait organisé cette soirée pour célébrer des valeurs telles que la liberté, l'égalité et la fraternité. Ces images ont bien sûr été, vous vous en doutez, tournées plusieurs heures avant le drame. Je vous le disais, nous allons poursuivre tant bien que mal ce journal avec le reste de l'actualité qui se veut beaucoup plus légère. Le nouveau musée national de Monaco est bien connu pour réaliser des expositions et pour mener plusieurs projets artistiques, mais pas seulement. Vous allez pouvoir le constater dans ce reportage. Le NMNM propose désormais des lectures dans les jardins de la Villa Paloma notamment. C'est un moment de quiétude et de plaisir vécu ici à quelques pas de la Villa Paloma, entouré de verdure et face à une vue imprenable sur Monaco. Le programme de lecture offre une parenthèse quasi enchantée avec des textes de chansons, des extraits de romans ou encore des poèmes. C'est un programme de lecture qui est ouvert à la sélection d'artistes, de commissaires d'exposition et également d'écrivains qui tournent autour du NMNM, qui sont nos proches, des artistes qu'on expose ou d'autres qui ont rédigé des textes pour ces expositions-là. L'idée, c'était justement dans cette cosmogonie, d'inviter ces artistes-là à s'exprimer aussi autrement et dans une certaine mesure à nous donner leur bibliographie, leur bibliothèque idéale de certains textes qui seraient pour eux intéressants de nous communiquer, de nous faire lire. Le but du jeu, c'est effectivement aussi pour nous d'ouvrir le plus possible le champ des publics réceptifs de la programmation du NMNM, mais aussi d'autres qui participent à des lectures dans différents cercles, à la bibliothèque notamment, ou dans d'autres contextes. Après des sélections de Francesco Vezzoli, Christodoulos Panayotou et Hans-Ulrich Obrist, c'était au tour de Douglas Copeland d'établir son programme ce 6 juillet. Cet artiste écrivain d'origine canadienne qui avait été invité par la Serpentine Gallery à rédiger le texte de l'exposition de Henson, Realness Not Realism. Et en fait cet artiste, qui est également écrivain, est en train de réaliser un nouveau livre qui est à paraître, dont certains extraits seront en train d'être lus ce soir. Pour une première, en fait, c'est une première lecture d'un texte qui avait été réalisé lors d'une exposition en Hollande qui s'appelait Beat Rot. Autre rendez-vous lié à ce programme de lecture le 21 juillet à la Villa Paloma, une sélection de Jean-Pascal Flavien, à l'honneur ce soir-là l'écrivain Marguerite Duras. Et nous restons justement au NMNM qui fait partie de ces entités qui proposent plusieurs activités ludiques destinées aux plus jeunes pendant la période de vacances scolaires. Alexandra Pani a pu suivre un nouvel opus de ces activités. Ils sont attentifs et concentrés, armés de ces célèbres planchettes en pin. Ces jeunes élèves laissent exprimer leur créativité. L'objectif, créer du mobilier, chaises, tables, et l'exercice peut s'avérer périlleux pour certains. En fait, on va construire une chaise table, et on est en train de construire les pieds pour après poser les caplas droit sur un bout de carton pour faire tenir le dossier. Voilà. Alors que d'autres élaborent une technique bien précise. D'abord, j'ai commencé à dessiner au lieu de commencer, parce qu'après j'allais le faire plein de fois, donc j'étais en train de réfléchir. Donc après, si tu as le modèle en dessin, c'est plus facile à faire. J'ai vu dans le livre, et en fait, j'ai pas fait exactement ça. D'abord, je voulais faire ce qui tourne. Après, je me suis dit que c'était un peu trop dur. Alors, après, j'ai fait droit. Et voilà, j'en suis à là. Cet atelier intitulé « Construisons Art et Design » s'inspire des œuvres de Jeppe Hein présentes dans le jardin de la Villa Saubert. Ce nouvel atelier proposé sur une journée s'inscrit dans une nouvelle série d'ateliers pour le jeune public.
C'est effectivement une nouvelle série d'ateliers qu'on a voulu repenser un peu par rapport aux années précédentes, des Museum Art Summer Club, dans lequel on propose aux enfants de Monaco et d'ailleurs effectivement de venir passer une journée ou deux, à la différence des années précédentes où ils venaient toute une semaine travailler sur un projet. Ici on a voulu ouvrir à davantage d'enfants et davantage de projets liés à la fois aux expositions temporaires à la Villa Paloma ou à la Villa Sauber, mais aussi en lien avec les œuvres présentes dans les jardins de chacune des deux villas. Là aujourd'hui effectivement il était question de art et de design, donc de voir un peu ces dialogues entre différentes disciplines, c'est ça qui nous intéresse aussi beaucoup, à la fois avec les œuvres en extérieur mais aussi avec les œuvres qui sont dans les expositions temporaires, c'est de pouvoir faire vraiment découvrir à différents enfants différents types de pratiques. Des ateliers qui seront proposés dès la rentrée aux scolaires de la Principauté. Ouverture jeudi soir de la 56e édition du festival Jazz à Jouan, avec à l'honneur ce soir-là l'orchestre des Carabiniers du Prince, en présence d'ailleurs de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. L'orchestre a joué un répertoire plutôt jazzy, comme vous l'explique Olivier Dréan. Sachez très prochainement que vous pourrez découvrir une émission backstage entièrement consacrée à cette ouverture. C'est très particulier pour des amateurs de musique, pour des passionnés de musique, pour des dévoreurs de musique que nous sommes. La scène de Jouan, c'est quelque chose de mythique. Qu'est-ce que l'on va pouvoir écouter là comme extrait dans quelques instants sur scène? Qu'est-ce que vous allez jouer sur scène? Des morceaux extrêmement connus, des morceaux plus atypiques? Oui. Alors des morceaux connus, un répertoire easy, je dirais. Quelque chose qui... j'ai la chance aussi d'avoir, de mettre un peu à coquiner pour cette saison avec des chanteurs extérieurs et des chanteuses aussi, puisque pas de personnel féminin chez les Carabiniers. Voilà. Mais j'ai deux chanteuses niçoises et puis Moya qui vient de Fayence et qui nous ont suivis un petit peu toute cette saison et qui chanteront ce soir aussi. Alors il y a quelques petites surprises, mais il y a aussi des grands standards comme What a Difference a Day Makes, comme nous aurons aussi Thomas Vaccari, chanteur homme, donc qui viendra chanter un peu de Sinatra, qui viendra apporter sa voix magnifique sur l'orchestre. Et puis nous avons notre chanteur, Eric, qui est carabinier. Qui a du coffre. Voilà, qui a du coffre, ouais. Qui a fait, je dois dire, beaucoup de progrès ces derniers temps, justement au contact de ces chanteurs professionnels qui viennent nous enrichir et nous apprendre un petit peu les subtilités. Donc ce soir, du traditionnel, du beau jazz, big band, et puis quelques petites pépites, comme un arrangement de Summertime, tout à fait particulier, funk, que je vous réserve en fin de programme. Voilà, et sachez d'ailleurs que Jazz à Jouan s'est interrompu vendredi soir en hommage aux victimes de l'attentat perpétré sur la promenade des Anglais. Retour en Principauté avec du sport et la Coupe Davis qui a commencé jusqu'à dimanche. Monaco est opposé à l'Égypte. Retour sur la première journée de match avec Fabien Bonilla et Olivier Bonello. Un week-end de tennis au Monte Carlo Country Club, une rencontre de barrage en Coupe Davis dans le groupe 2 Europe-Afrique. L'équipe qui perd redescend d'une division dans le 3e groupe, que ce soit Monaco ou encore l'Égypte. Les deux équipes sont dos au mur. C'est ça, c'est absolument ça, parce que ça fait une descente en relégation de zone 3, qui est une zone difficile à remonter, parce que maintenant vous avez des petites équipes avec de très excellents joueurs. Et nous sommes à la fin d'un cycle où Benjamin va arrêter sa carrière professionnelle et Romain aussi. Donc il y a une grosse remise en question si jamais on descend. Donc le match est très très important. Là, quelles sont un peu les forces en présence ou les faiblesses des uns des autres, entre l'Égypte de façon générale peut-être et Monaco? Qu'est-ce que l'on peut dire des forces et des faiblesses? Disons, les forces, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire ce sont des véritables guerriers. Physiquement, ils sont vraiment aguerris, ils n'ont pas peur de la chaleur, la chaleur ne les dérange pas. Et puis nous, on a notre leader Benjamin qui a un certain âge, qui a 32 ans, mais qui est très professionnel. Donc, si vous voulez, il a l'expérience, mais après, des fois, quand on voit l'adversaire, la jeunesse est un excellent atout. Première rencontre, Benjamin Balleret, le joueur numéro 1 de Monaco, 708e au classement mondial. Il est opposé à Karim Mohamed Mamoun, 400e.
L'Égyptien prend le match en main dès le départ et empoche le premier set, 6-1. Benjamin, en bas de l'écran, se relance dans le deuxième set, plus agressif à l'image de ce point à la volée. Résultat 7-5. Malheureusement, les deux autres sets n'iront pas dans cette direction. Benjamin perd cette première rencontre et l'Égypte emporte par conséquent le premier point avec une victoire en 4-7, 6-1, 5-7, 6-4, 6-2. Deuxième et dernier match de la journée du côté de Monaco. En haut de l'écran, Romain Arnaud, le joueur numéro 2 de l'équipe de la Principauté. Il devait affronter logiquement le joueur numéro 1 égyptien, mais il est forfait pour la journée sur blessure. Son nouvel adversaire est donc le numéro 3 égyptien, Cherif Sabri. Après une mauvaise entame de match pour le Monégasque qui concède les 2 premiers sets, Romain se relance et subtilise les 3 autres sets. Le résultat final, 6-7, 3-6, 6-4, 6-2, 6-2. Un partout à la fin de la première journée. Tout se joue ce week-end. Sachez bien sûr aussi que nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions sur la triste actualité liée bien sûr à la tragédie arrivée sur la promenade des Anglais à Nice. Je vous propose à présent de nous quitter avec vos prévisions météo. À très bientôt. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Et voici pour terminer vos prévisions météo. Samedi, beaucoup de soleil, un vent plus faible que la veille et des températures proches des normales, comptées de 22 à 27 degrés. Dimanche, un temps sec, ensoleillé et chaud. Lundi, du soleil et quelques nuages isolés, des températures stationnaires comptées jusqu'à 28 degrés pour les maximales. Et mardi, un beau temps chaud et calme de plein été, des nuages discrets. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain.